Zakweli, l'entretien de la matinale. Zakweli, présenté par vous, Yasmine Jaffar. Bonjour Yasmine. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Bonjour Monsieur le procureur. Bonjour. Avez-vous suivi un peu l'actualité de ce week-end? Forcément, puisque d'abord je la suis quand même, compte tenu des fonctions qui sont les miennes, et puis comme tout citoyen, je suis un peu ce qui se passe tout de même dans mon ressort. Et puis j'étais de permanence ce week-end, donc de fait, j'étais un peu en prise quand même avec l'actualité. Donc, vous êtes donc au courant de cette réunion à Mtsapéré, de ce bivouac d'un citoyen, en tout cas l'initiative d'un citoyen, à la préfecture en Petite-Terre, réunion des transporteurs victimes de caillassage à Tsunzu. Ce n'est pas à la plage, en famille ou entre amis, que les Mahorais consacrent leur week-end, mais à la recherche de solutions pour assurer leur sécurité. Est-ce que c'est normal? C'est une question qui est extrêmement difficile que vous me posez. Moi, je fais le constat, comme toute la population mahoraise, qu'il y a un problème majeur d'insécurité. Et j'ai jamais, depuis que je suis arrivé, je n'ai jamais jeté un voile pudique sur cette situation en disant que ça n'existait pas. Qu'aujourd'hui, la population soit, je ne veux même pas dire émue, soit excédée, soit en attente de réponses, et qu'elle manifeste auprès des pouvoirs publics cette envie de réponse, c'est tout à fait légitime. Ça, en tout cas, c'est à la place qui est la mienne, je le comprends. Une population qui veut agir à son niveau pour se protéger. Est-ce que vous les comprenez, ces gens qui commencent justement à se réveiller, en tout cas à se rebeller et qui veulent, qui disent ne plus attendre de réponse de la part des autorités et qui finalement ne pensent qu'à assurer leur propre sécurité étant donné qu'il y a une certaine défaillance, un certain laxisme? Alors, la question en tout cas, l'affirmation que vous posez est une affirmation qui, là encore, est récurrente. Depuis un an que je suis arrivé ici, j'entends de manière très régulière ces propositions, ou en tout cas cette affirmation que la justice et les institutions seraient laxistes, et que, en toute hypothèse, la seule solution serait la justice privée. Alors, je ne peux pas ne pas m'inscrire en faux par rapport à ces éléments. D'abord, la justice, je le rappelle, n'est pas une justice laxiste à Mayotte. Si on prend les derniers éléments, et notamment la dernière semaine où il y a eu plusieurs homicides, je rappelle tout de même que les auteurs de ces homicides ont tous été interpellés dans des temps extrêmement brefs. Et aujourd'hui, ils sont... pour l'auteur des faits de Cavani, ils sont à Magicavo. Il est à Magicavo. Donc il y a une réponse judiciaire, une réponse des services de police et de gendarmerie, qui est une réponse rapide et active, avec un taux de résolution des affaires qui est un taux de résolution important. Donc il n'y a pas de laxisme, avec des peines qui sont prononcées, qui sont des peines prononcées de manière de plus en plus rapide, et avec des quantums de peine qui sont des quantums de peine aussi importants. Je le rappelle que on est passé d'environ 7 mois d'emprisonnement ferme en 2019, en moyenne sur les peines prononcées, à près de 13 mois d'emprisonnement ferme. Yann Lebris, est-ce que cela signifie que, je ne sais pas, est-ce que vous êtes un super-héros qui vient d'arriver à Mayotte? Parce que jusqu'ici, quand vous nous dites que, en tout cas, les chiffres que vous avez révélés la semaine dernière, que vous venez de citer, il y a eu beaucoup de hausse, en tout cas, dans les peines prononcées, beaucoup de choses, en tout cas, les affaires criminelles qui ont augmenté, mais qui finalement ont été rapidement résolues. Est-ce que cela signifie que la justice s'est mise sérieusement au travail ou qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, je ne suis pas un super-héros, et le procureur n'est rien d'autre que quelqu'un qui participe non seulement au travail collectif dans une juridiction, mais qui, plus raisonnablement, est le prolongement d'une activité de l'ensemble des services de police, de gendarmerie, et puis encore plus largement de tous ceux qui participent à l'œuvre de justice et dont on parle très peu: la protection judiciaire de la jeunesse, le service d'insertion et de probation, les associations, et même le barreau, qui a un rôle actif dans le fonctionnement judiciaire. Donc voilà, je redis tout de suite, moi j'ai une part qui est une part relative par rapport à tout ce qui se passe. Pour ce qui est de la deuxième question, qui est la plus importante, que vous avez posée tout à l'heure, qui est est-ce que je comprends la justice privée? Voilà. Je comprends
les difficultés de la population, parce que je rappelle que nous, magistrats, les greffiers, on est dans la population et on vit les mêmes difficultés. Pour autant, je vois aussi des gens qui sont victimes parce qu'ils ont voulu se faire justice eux-mêmes et qui, essayant de se substituer à la police et à la gendarmerie, eh ben, souvent sont gravement blessés ou ils perdent la vie. Monsieur le procureur, lorsque vous vous retrouvez face à Mmh. une bande armée, vous n'avez pas d'autre choix que d'essayer de vous protéger. C'est ce qui s'est passé, vous l'avez enfin, à Mtsapéré en tout cas, c'est le monsieur qui était déjà en conflit avec ces jeunes-là parce qu'il en avait marre en quelque Mmh. sorte. Mais finalement, bah, c'est la bande de jeunes délinquants qui a fini par lui ôter la vie tout simplement. Donc à un moment donné, lorsqu'on se retrouve face à cette situation, imaginons un père de famille avec ses enfants, sa famille, entouré d'une bande armée, qu'est-ce qu'il fait s'il est armé? Est-ce qu'il peut tirer? Est-ce qu'il peut tirer sur On est ses il y a agresseurs? des règles extrêmement strictes en matière de légitime défense. Quand quelqu'un voit sa vie ou qu'il risque d'être gravement blessé et que dans cette hypothèse, il a une réponse incontournable et proportionnée, la légitime défense peut être retenue. Mais vous voyez, dans l'épisode que vous évoquiez et qui a conduit à ce que un homme perde la vie, on n'est pas dans cette hypothèse de légitime défense. On a quelqu'un qui est victime d'un homicide, d'un meurtre, et qui n'était pas là et qui n'a pas essayé de se défendre de rien. C'est un... Le coup est venu de derrière, si j'ai bien compris, mais c'est Alors, quelqu'un qui ne se laissait pas faire à la base. Donc, mais on l'a vu aussi, à Mtsapéré, il y a eu ce père de famille aussi qui a donc on n'est dû... pas dans l'hypothèse que vous évoquez de quelqu'un qui se défend et qui va, en tant que citoyen, tirer ou donner des coups de couteau, des coups de je ne sais quoi pour se défendre. On a là quelqu'un qui est une victime d'un meurtre. Voilà. Mais c'est déjà arrivé, monsieur le procureur, que des personnes poignardent son agresseur, qu'on a vu à Passamainti, ce monsieur qui a foncé sur ses agresseurs avec son véhicule et Mais, qui finalement mais avait été dans conduit au toutes ces commissariat. hypothèses, le parquet et les enquêteurs font une analyse précise de la situation. Je ne veux pas parler de dossiers particuliers qui, pour la plupart d'entre eux, font l'objet d'instructions. Et donc, il faut laisser au juge d'instruction le temps de son enquête. Mais on décortique chaque épisode. Quand vous avez quelqu'un qui, pour se venger, va aller chez son agresseur d'il y a une semaine ou d'il y a 15 jours avec un couteau et qui lui porte un coup de couteau, on n'est pas dans la légitime défense. On est dans la vengeance, on peut expliquer le geste, pas forcément le justifier, on peut comprendre la psychologie de celui qui va porter le coup de couteau, mais là on n'est pas dans le cadre juridique de la légitime défense. En revanche, vous êtes agressé par quelqu'un qui veut vous donner un coup de couteau et à ce moment-là vous sortez le vôtre parce que vous êtes acculé, vous ne pouvez pas vous enfuir, vous ne pouvez rien faire d'autre que donner un coup de couteau, la question de la légitime défense là peut se poser. Le meurtrier de Cavani, monsieur le procureur, a commencé sa carrière de délinquant avec des petits vols. Ses passages au commissariat ne se comptent plus. Jamais il n'a eu de sanction. On a vu la suite, ce qui s'est passé. Il finit par tuer un père de famille. Il est mineur. Désormais, il est à la maison d'arrêt de Majicavo parce que beaucoup se disent qu'ils ont la garantie que la justice ne leur fera rien étant donné qu'ils sont mineurs. Là encore, je crois qu'on a... et la justice pêche de ce côté-là, elle a un besoin de communication. Nous avons besoin de dire ce que nous faisons et la population a besoin de l'entendre. Nous avons, pour les mineurs, une réponse pénale qui est une réponse pénale effective, mais qui est graduée. Bien évidemment, un garçon qui a 15 ans ou qui a 14 ans qui vole un téléphone portable n'a pas vocation à partir immédiatement à Majicavo. Si on faisait ça, on serait peut-être le seul pays du monde à avoir une telle Mais sévérité. qu'il ne soit pas relâché dans les heures qui Mais, suivent. mais l'alternative entre la prison et ne pas être relâché, c'est quoi? Il N'existe pas à y en a Mayotte, pas. Mais effectivement. même ailleurs, elle n'existe pas. Le centre éducatif renforcé, finalement, avec très peu de place, ne suffit pas. Mais on sait, par exemple, qu'il y a des structures à La Réunion, étant donné qu'on envoie des détenus, étant donné que la prison déborde, on envoie des détenus vers La Réunion. Oui. Je ne perds pas le sens de ma réponse, le fil de ma réponse. On n'envoie pas en prison, mais il y a une réponse pénale effective pour les mineurs. Aujourd'hui, on est peut-être le département en France pour lequel il y a une réponse effective pour les mineurs la plus importante et la plus rapide, notamment grâce à l'action de la PJJ qui a mis en place des travaux non rémunérés.
Et même pour des faits qui sont des faits souvent pas très graves, il y a une réponse pénale. Mais Et ça ne on suffit travaille. pas, monsieur le Mais procureur. je n'ai pas dit que ça suffisait et je n'ai pas dit aujourd'hui que les réponses pénales apportées et l'accompagnement qui est porté par les collectivités locales aujourd'hui avec lesquelles on signe des conventions aussi pour faire des travaux non rémunérés rapidement pour les mineurs apportera une solution pour éradiquer toute la délinquance. Mais par contre, je ne peux pas dire qu'il ne se passe rien et qu'il n'y a pas de réponse pénale. Monsieur le procureur, une fille, en tout cas, on nous a parlé de 2 filles, mais une particulièrement qui a participé au meurtre de ce père de famille à Cavani, surnommé Kalash. Selon nos informations, elle ne supportait pas l'autorité parentale. Elle finit par traîner son père en justice parce qu'il a voulu corriger son enfant. Un père qui finit par abandonner et laisser sa fille continuer sombrer dans la délinquance. Monsieur le procureur, trop de jeunes se servent de la justice pour pouvoir se faire ce que bon leur semble. Est-ce juste un sentiment ou une réalité? C'est un sentiment. C'est un sentiment. Je vous parle de quelque chose de concret. Oui. Un père qui arrive devant le juge parce que sa fille mineure va le dénoncer, disant qu'il la tape, qu'il la terrorise en quelque sorte, alors qu'elle ne supporte juste pas que son père lui interdise de faire certaines choses. Elle peut le faire. Elle peut le faire. Maintenant, c'est pas parce qu'elle le fait qu'on va la croire et que ça va automatiquement entraîner des sanctions ou une réponse judiciaire contre le père. Il faut qu'on fasse des enquêtes. C'est tout le développement et tout l'enjeu de Mayotte aujourd'hui d'un point de vue judiciaire. C'est qu'on accepte qu'on puisse déposer des plaintes, qu'on accepte que les services de police, de gendarmerie fassent des enquêtes et qu'on accepte que le juge fasse cet examen pour savoir si oui ou non il y a une vraie situation de danger. S'il y a une vraie situation de danger, on va prendre une mesure de placement et on prendra éventuellement des sanctions contre le père en le déférant devant des juges. Mais s'il n'y a rien à se reprocher, c'est même plutôt rassurant. Ça veut dire qu'on va faire l'enquête et que ce père pourra légitimement se retrancher derrière une décision de justice ou un positionnement judiciaire qui écarte tout soupçon. Et on va pouvoir poursuivre aussi et sermonner cet enfant, et on le fait régulièrement, qui accuse à tort ses parents. Et ça arrive. Une délinquance juvénile inquiétante qui devient incontrôlable. Je pense connaître déjà votre réponse, mais je vais quand même tenter la question. Une coopération judiciaire avec les Comores pourrait-elle changer les choses ? Notamment mettre fin aux fuites vers les Comores, parce que pas mal de personnes commettent des délits, des crimes sur place à Mayotte. Et une fois qu'ils ont commis leur acte, ils prennent la fuite vers les Comores. Alors, d'abord, vous anticipez ma réponse, ou mes réponses, parce que les choses ne sont pas si simples. D'abord, on laisse entendre que toute la délinquance est une délinquance de mineurs. On est entre 30 et 40% de délinquance qui concerne des mineurs. Ça veut dire qu'il y a entre 70 et entre 60 et 70% de la délinquance qui est commise par des majeurs. Deuxième chose, c'est que vous faites le lien que moi je ne fais jamais entre la nationalité et la délinquance. Parce que vous présupposez que ce sont forcément des étrangers qui peuvent partir aux Comores. Non, ce n'est pas du tout mon propos. Dans le cas où c'est un mineur ou un majeur qui n'aurait pas la nationalité française et qui souvent prennent la fuite vers les Comores. Alors, moi ce que je peux voir, c'est que pour les faits les plus graves, ils n'ont pas le temps de prendre la fuite, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a une effectivité de la réaction police et gendarmerie qui permet de les interpeller. Vous avez aussi la population. Et vous voyez, je loue aussi les mérites de la population quand elle est dans cet engagement et de ce besoin de justice, où elle participe justement à l'interpellation. Ça arrive très souvent, et on n'en parle pas assez, de la population qui, sans violence, va donner des informations permettant les interpellations ou va accompagner même dans les brigades de gendarmerie ou commissariat des gens qui ont commis des infractions. Et donc, de manière marginale, vous avez des personnes qui échappent à la réponse judiciaire. Du coup, la coopération judiciaire avec les Comores serait intéressante. C'est marginal. La coopération judiciaire avec les Comores serait forcément intéressante, mais vous comprenez bien que là, c'est une question politique, diplomatique, qui ne relève absolument pas de ma compétence. Si j'ai un instrument qui me permet d'être encore plus efficace, je l'utilise. Aujourd'hui, il n'existe pas. Je ne peux que l'appeler de mes voeux, mais je ne peux pas me substituer aujourd'hui aux diplomates.